Bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à la présentation sur démystifier le stress pour mieux le gérer. Je m'appelle Mireille, je suis spécialiste en promotion de la santé à la base Valcartier. Alors aujourd'hui, j'ai comme mandat de vous faire un petit survol assez général d'environ 1 heure et 10 là, sur les stratégies pour mieux gérer votre stress, mais aussi comment bien comprendre ce qu'est le stress. Alors, je commence avec la petite phrase là, qui se trouve à l'écran. Donc, vous ne pouvez changer la direction du vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles pour aller dans toutes les directions. Alors, ce que ça veut dire, cette petite analogie, c'est que un peu comme on pourrait utiliser un voilier et apprendre à mieux connaître notre voilier, ses voiles, comment il fonctionne, la mécanique, savoir comment mieux l'orienter dans le vent, comment bien utiliser le vent, comment aller plus vite grâce au vent, par exemple. Eh bien, on peut moduler notre manière de voir le monde, notre manière de voir les stress, les événements de la vie courante qui nous arrivent pour mieux les utiliser, puis vraiment affronter le stress de manière positive. Alors, c'est de voir comment on peut mieux se connaître, un peu comme on connaît un peu son bateau, comment on peut connaître le vent, donc les événements qui nous arrivent, les difficultés, les défis qu'on a à surmonter pour mieux les comprendre, puis être en mesure de les utiliser favorablement à notre vie et ainsi, après, être en mesure de gérer ce qui nous arrive le mieux possible, en sachant bien sûr qu'il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Alors, c'est une petite analogie comme ça pour commencer cette présentation sur le stress. Vous l'aviez peut-être déjà entendu et sinon, peut-être la garder en mémoire parce que c'est une bonne référence à ce qui nous arrive même en ce moment en temps de COVID ou dans toute autre situation de stress qu'on peut vivre. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment un survol. Donc, c'est les principales stratégies, comme je vous disais. Si jamais vous n'avez pas assez d'informations dans cette présentation-là, vous considérez que, il y a beaucoup d'informations que vous saviez déjà, eh bien, vous pouvez aller consulter notre chaîne YouTube SBMFC, sur laquelle il y a vraiment plein d'enregistrements qui ont été faits au cours des derniers mois, dernières semaines sur le stress. Puis, c'est vraiment un petit peu plus complet. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de sujets là, très distincts où on va aller pousser un angle du stress différent. Donc, il y en a que ça va être des stratégies, il y en a que ça va être mieux comprendre le stress, certains que ça va être le stress financier, par exemple. Donc, c'est vraiment un petit peu plus spécifique, si on veut, en termes de stress. Alors, n'hésitez pas à aller consulter la chaîne YouTube. Je vais revenir à la fin là, avec vraiment un rappel, d'ailleurs. Ensuite, sinon, on a notre programmation d'hiver aussi, promotion de la santé, qui va sortir sur Connexion Fac. Je vais aussi vous mettre à la fin le site Internet, justement, pour consulter notre horaire. Elle n'est pas encore sorti, bien sûr, mais ça devrait sortir sous peu. Puis, dans notre programmation d'hiver, on a un cours sur le stress qui est en 4 volets. Donc, 4 avant midi, d'à peu près 3 heures ou 4 heures. Et c'est vraiment plus complet. Donc, vous allez pouvoir pousser là, des stratégies de gestion du stress plus personnellement avec des documents de travail, par exemple. Puis, vous allez pouvoir les mettre en application là, dans la semaine entre les cours. Fait que c'est vraiment un cours qui est vraiment plus complet, qui est en classe. C'est sûr que là, avec la COVID, on peut pas donner de cours en classe pour l'instant. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se produire à l'hiver. Mais c'est sûr que sinon, c'est ce qui pourrait là, être une bonne option pour vous. Bien sûr, là, je parle de l'hiver, mais si vous m'écoutez à un autre moment dans l'année, sachez qu'à chaque session, on a des cours comme ça qui se représentent. C'est des cours qui sont vraiment récurrents, là, réguliers à chaque saison. Ma caméra, donc je vais rester présente tout au long de la présentation. Moi, je suis quelqu'un qui est visuel. Alors, j'aime voir la personne qui parle. Je considère que c'est plus motivant, c'est plus stimulant de me voir. Donc, je vais rester présente. Si par contre, je voyais que vous voyez pas bien l'écriture de ma slide, je vais probablement me cacher temporairement, puis je vais revenir. N'hésitez pas à faire pause dans ma présentation. C'est un avantage d'avoir un enregistrement. Donc, d'aller vous dégourdir, prendre une pause, boire une gorgée d'eau, aller aux toilettes. Pour vraiment avoir l'esprit reposé pour bien m'écouter. Excellent. Alors, sans plus attendre, on commence cette belle présentation. Alors, à tantôt. Alors, avant de commencer, j'ai 2 petites informations à vous donner. 3 en fait. La présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Donc, c'est pas possible de la reproduire ou de la divulguer, de l'envoyer
à une chaîne de personnes, par exemple, là, qui pourraient l'écouter. Donc, c'est vraiment, une reproduction n'est pas permise. Ensuite, les sujets qui sont abordés dans la présentation peuvent être sensibles. Donc, si possible, ne pas la faire écouter avec des enfants. Quoique des fois, le stress, ça peut être vraiment, en fait, ça touche tous les âges, hein, puis des stratégies de gestion du stress, ça peut être bon aussi à tous les âges. Alors peut-être si vous êtes avec un adolescent, par exemple, ben, de l'écouter, mais de peut-être expliquer certains concepts davantage. Et finalement, si vous avez des questions, hein, parce qu'un enregistrement comme ça, on peut pas poser nos questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à m'écrire moi un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on pourra même se parler là, par téléphone si nécessaire. Superbe. Alors, un petit plan de la présentation, juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre aujourd'hui. On va parler du stress, donc le définir très, très brièvement. Ensuite, d'où il provient, pour mieux le comprendre. Quels sont les effets du stress dans notre vie, sur notre santé. Et finalement, des stratégies de gestion du stress, donc entre autres, là, gérer ses pensées, gérer son temps, gérer nos actions tous les jours et quelques ressources à la fin. Alors, la définition du stress, c'est pas une définition qui est unanime, malheureusement, dans la communauté scientifique, mais c'est la définition qu'on va dire est la plus courante ou la plus couramment utilisée. Alors, ce serait un déséquilibre entre les exigences d'une situation et vos ressources personnelles d'adaptation. Alors, c'est comme si vous considériez que ce qui se produit est trop pour vous, et que vous n'avez pas les ressources pour vous y adapter ou pour y faire face. Alors, c'est là que votre stress augmenterait. Si on fait référence, par exemple, à j'arrive face à un ours, eh bien, je me dis, oh, un ours, c'est rapide, c'est fort, c'est dangereux, je suis stressée, je dois me sauver. Donc, mon corps va réagir en fonction de l'ours. Mais si mon stress, c'est je vais être en retard au travail, eh bien, c'est que je considère que j'ai pas les ressources, donc j'ai pas la capacité de détourner le trafic, je peux pas aller plus vite que le trafic, donc je suis comme pris dans une espèce d'obstacle que je peux pas affronter, donc j'ai pas les ressources pour être capable de passer par-dessus, donc je n'y peux rien, et là, je suis stressée. Ça, c'est un exemple, mais il y en aurait vraiment un millier d'autres, là, que j'imagine que vous pensez. Donc, la pression excède la capacité perçue d'un individu à s'adapter. La majorité du temps, on va parler de perception. Parfois, on va parler de stress absolu. On va y revenir. Mais en général, le stress, c'est une perception. C'est vraiment un facteur, un aspect de la définition du stress qui est très important. On va y revenir à plusieurs reprises aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr que le stress peut être positif ou négatif. C'est sûr que si, par exemple, vous avez hâte à un party, à un anniversaire, vous avez hâte d'essayer un nouveau défi, comme par exemple sauter en parachute, ça peut vous exciter, ça peut vous donner un stress qui est positif. Mais si votre saut en parachute, c'est quelqu'un qui vous l'impose, puis ça vous tente plus aujourd'hui de le faire, là, ça va être un stress qui n'est pas nécessairement positif. Donc, le stress, dépendamment de comment il est perçu, peut être positif ou négatif. Si on se réfère à un graphique, pour bien comprendre le stress, pour les gens visuels, ça peut vous aider. Alors, on pourrait s'imaginer qu'il y a un niveau d'équilibre dans lequel je vis quotidiennement. Donc, tous mes jours, le petit train-train quotidien, je me lève, je mange, je prends ma douche, je vais au travail, il n'y a rien qui se passe, c'est le train-train quotidien, donc je suis en équilibre, tout va bien, je me sens pas stressée. Mon seuil de tolérance va être différent d'une personne à l'autre. Fait que ça se pourrait que moi, mon seuil de tolérance soit très élevé parce que, bon, j'ai fait face dans ma vie à beaucoup de défis, j'ai fait des activités sportives, des compétitions qui m'ont amené à repousser mes limites et à mettre mon seuil de tolérance vraiment plus élevé. Fait que pour moi, par exemple, si j'étais allée aux Olympiques, ce qui n'est pas le cas, mais pour moi, le stress des Olympiques, c'est tellement gros que de me dire, ben, être en retard, finalement, c'est vraiment le moindre de mes soucis parce que j'ai déjà vu beaucoup pire. Fait que mon seuil de tolérance est variable, puis peut être aussi affecté en fonction de mon humeur. Si je suis plus fatiguée, si, par exemple, je cumule du stress depuis longtemps, si j'ai vécu un événement grave, un accident, par exemple, ça se pourrait que mon seuil de tolérance soit diminué. Hein, parce que
j'ai moins la capacité de faire face aujourd'hui. Donc, ce seuil de tolérance-là est vraiment variable d'une personne à l'autre. Et là, la courbe rouge, c'est mon stress qui varie dans ma journée. Donc là, je me lève, finalement, je suis un petit peu en retard ce matin, donc mon niveau de stress augmente, mais c'est rien pour être au-delà de mon seuil de tolérance. Après ça, il va rediminuer pour revenir à la normale. J'ai mon petit train-train quotidien, je travaille au bureau, tout va bien. Là, j'ai mon employeur qui veut me rencontrer pour me donner, pour me parler, puis il avait l'air sérieux. Un petit niveau de stress qui augmente, puis là, je rediminue. Fait que ça se pourrait comme ça qu'au fil de ma journée, de mes semaines, que mon stress fluctue tout le temps, mais toujours en restant dans le seuil de tolérance. Alors ça, c'est un stress qui est normal. On va revenir tout à l'heure sur les autres niveaux de stress, mais je voulais qu'on se comprenne bien sur ce qui est le stress, donc sa définition, puis comment on peut l'exprimer sous forme de graphique pour les visuels. Alors, d'où provient le stress? Donc, il y a plusieurs sources de ce stress-là. Si on fait référence d'abord à la préhistoire, parce que notre cerveau a été conçu il y a très, très longtemps. Et dans ce temps-là, nos préoccupations, c'était davantage les besoins primaires. Donc, manger, assurer sa sécurité. Ensuite, fuir, par exemple, un prédateur. Chasser. Donc, c'était vraiment une question de besoins primaires où l'adrénaline, donc l'hormone qui est sécrétée quand on est stressé, quand on a un stress aigu. Donc, je rencontre un ours, boum, mon cerveau va sécréter de l'adrénaline, puis pour que mon corps réagisse, donc soit prêt soit à me battre, soit à courir puis à m'en aller le plus vite possible pour me sauver la vie. Donc ça, c'est la réaction au stress que notre cerveau a toujours eu à utiliser pour faire face aux stresseurs d'il y a très, très longtemps. Mais aujourd'hui, nos stress ont beaucoup changé. Donc, ils ne sont pas vraiment concrets. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment un ours, un mammouth, le fait que j'ai pas mangé depuis 3 jours. C'est pas ce genre de stress-là qu'on va vivre. Ça va être davantage des stress qui sont le travail, les habitudes de vie, les relations sociales. Est-ce que mon travail est exigeant? Est-ce que je travaille trop, je dors pas assez? Donc, ça va être vraiment plusieurs autres facteurs, mais mon corps, lui, va toujours réagir de la même manière. Ça veut dire qu'il va toujours sécréter de l'adrénaline si je considère que l'événement que j'ai à affronter, pour moi, c'est dangereux ou c'est une peur. Puis, le danger, maintenant, c'est plus concret autant qu'avant. C'est beaucoup plus subjectif parce que c'est plus des événements de la vie quotidienne qui sont, on va dire, plus simples. Donc, moins dangereux, en guillemets, réalistement. On va utiliser ce mot-là, mais vous allez comprendre avec la prochaine slide où je vais en venir. Donc, les stresseurs physiques, on a 4 types de stresseurs. On pourrait les mettre en 2 grandes catégories. Donc, on a les stresseurs physiques et les stresseurs psychologiques. Il y a longtemps, donc quand je parlais de la préhistoire, on était vraiment plus dans les stresseurs physiques et absolus. Donc, physique parce que, il faisait froid, il fallait que je me réchauffe, probablement que je me blessais davantage, je devais courir pieds nus dans le bois. Donc, tu sais, mon corps était toujours soumis à un stress. C'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi les humains vivaient beaucoup moins longtemps, d'ailleurs. Donc, le corps était vraiment soumis à un stress aigu. Donc, on parle de stress physique ici. Et absolu parce que tout le monde considérait le danger comme stressant. Rencontrer un ours, à moins d'être vraiment le plus grand guerrier de votre tribu, j'imagine que tout le monde devait considérer ça comme stressant. Un tremblement de terre, tout le monde a peur de ça. Tout le monde a peur d'un tsunami. Tout le monde, c'est vraiment, comme on va dire, automatique que ces stresseurs-là sont dangereux et c'est normal qu'on sécrète de l'adrénaline devant ces événements-là. Quand on considère que c'est des facteurs maintenant psychologiques, donc là, c'est vraiment plus intrinsèque dans la perception qu'on va avoir de l'événement. Donc, ça va être dans le cas de stresseurs psychologiques, on va parler davantage de commentaires, par exemple, que les autres pourraient passer à votre égard, le fait d'interpréter ce qu'un individu a dit ou fait comme étant négatif ou dangereux, le fait que, par exemple, est-ce que, dans le fond, je suis en retard à mon travail, mais
finalement, être en retard, c'est pas grave en soi, mais moi, j'accorde tellement d'importance au fait d'être en retard que pour moi, c'est un danger. Fait que je vais sécréter de l'adrénaline à ce moment-là. Donc, c'est vraiment subjectif, un facteur, un stresseur qui est psychologique. C'est sûr qu'on va s'entendre qu'un deuil, par exemple, serait un stresseur qui est psychologique, mais en général, pas mal tout le monde va réagir. C'est pas nécessairement absolu parce qu'on ne réagira pas tous de la même manière devant un deuil. Donc, certaines personnes vont s'isoler, d'autres vont vraiment essayer de faire beaucoup d'activités pour oublier. Donc, chacun va réagir de la même manière, alors que face à un ours, on combat ou on fuit. On n'a pas vraiment d'autre choix. On ne commencera pas à jaser avec l'ours, ça c'est sûr. Ensuite, on a la catégorie des relatifs, hein, comme je vous disais. Donc, seulement certaines personnes vont considérer que cet événement-là est stressant. Donc, c'est souvent le cas plus dans les facteurs psychologiques, parce que ça ne veut pas dire que mon voisin va vivre les mêmes stress que moi. Ça ne veut pas dire que mon conjoint va vivre les mêmes stress. Donc, peut-être que pour moi, de faire une erreur au travail, c'est vraiment monstrueux et apocalyptique. Et pour moi, là, ça va me causer un stress à ne pas endormir, alors que mon conjoint ou ma conjointe, elle, même si elle s'est trompée, c'est pas plus grave, elle va se reprendre. Fait que c'est vraiment la manière de voir la vie qui va être relative à notre réaction au stress. Donc, même chose pour les examens, par exemple, la pression au travail, la circulation. Donc, chaque personne va le percevoir différemment. C'est vraiment des facteurs qui sont très importants, la perception, dans le stress, parce qu'on va pouvoir agir sur cette perception-là. On peut la modifier. Donc, on va mieux comprendre là, avec un petit schéma, qu'est-ce que ça veut dire que la perception dans le stress. Donc, par exemple, j'ai mon événement qui arrive. Donc, mon mécanisme serait, j'ai mon filtre mental qui me dit, mon événement en soi est dangereux ou mon événement, tout va bien, je suis en contrôle. Donc, dépendamment de la vision que je vais avoir de mon événement, bien, soit mon filtre mental va être négatif, donc l'image avec le X rouge, et là, à ce moment-là, je vais avoir une réaction de stress, soit mon filtre va être positif, puis je vais me dire, c'est un défi, ça va me permettre de m'améliorer, par exemple, c'est un apprentissage que je vais vivre, puis là, je vais avoir un filtre positif, puis je vais avoir une réaction qui va être plus normale et je ne vivrai pas de stress. Donc, j'ai deux choix, en fait. Quand j'arrive devant un facteur de stress, c'est d'avoir une perception qui est positive ou négative de ce stress-là. Il y a plusieurs éléments qui vont modifier votre perception. Bien sûr qu'on a des expériences passées. Hein, si à toutes les fois que je suis arrivée en retard au travail, mon employeur m'a rencontré pour me dire que c'était vraiment une faute grave, ben il y a des bonnes chances que la prochaine fois que je suis en retard, là, j'ai vraiment peur d'être en retard parce que je me dis, il y a un événement qui entretient ma perception négative de cet événement-là. Il pourrait y avoir des circonstances actuelles. Par exemple, je suis fatiguée, je me sens irritable ces temps-ci, je mange pas assez. Je pourrais pas vous dire, tu sais, je suis en pleine séparation, ben là, je suis déjà dans un niveau de stress qui est un peu élevé. Donc, s'il m'arrive un autre événement qui d'habitude est vraiment banal, ben là, ça va me paraître une montagne. Donc, ça va être biaisé. Donc, ma perception peut être modulée pour ça. Si je considère que je maîtrise pas la situation que je vis, si la situation, je la vois comme un problème au lieu tout le temps. Donc, si, disons, ma maison est en désordre, ben pour moi, c'est un problème. Ben, je vais être stressée au quotidien parce que ça va me tanner tout le temps. T'sais. Alors que si pour moi, le désordre, c'est pas grave, ben, c'est pas un facteur de stress supplémentaire de ma vie. Fait que c'est vraiment, ma perception va être vraiment modulée. En plus de ma perception, il y a des ingrédients indéniables qui vont augmenter le stress. Pour pas mal tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement des facteurs qui sont absolus, mais c'est des facteurs qui vont, on va dire, amplifier cet effet de stress-là. Donc, ça s'appelle CINE, donc C-I-N-E, accent aigu. Quand je vais vous les nommer, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a le manque de contrôle. Donc, si jamais j'ai pas le pouvoir de prendre une décision,
Si je contrôle pas ce qui va s'en venir, donc je contrôle pas les autres, je contrôle pas ce que les autres vont dire, je contrôle pas mon environnement, la météo par exemple. Si disons, j'organise un grand événement dehors avec un chapiteau, et puis je contrôle pas le fait qu'il va mouiller cette journée-là, ben ça se pourrait que ça me stresse. Fait que je me dis, hey, il faut vraiment pas qu'il pleuve là, parce que ça va complètement mettre à l'eau mon événement. On peut s'imaginer le festival d'été, par exemple, de Québec, où le plus gros show attendu de l'été, il y a eu un orage. Vous imaginez comment les organisateurs étaient stressés que l'année d'après, si le même groupe revient, qu'il y ait encore un orage ou une pluie. Fait qu'il faut se dire que l'aspect de contrôle est vraiment important. Ensuite, on a l'aspect de l'imprévisibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un événement est inattendu, ben ça va me stresser. Hein? C'est sûr, un accident. J'arrive ce matin pour aller au travail, je suis un peu serrée dans le temps, puis là, hop, il y a un accident sur mon chemin. Bon, c'est assez imprévu, hein, je n'y peux rien, mais ça va augmenter mon stress momentanément, c'est certain. Si, par exemple, je travaille sur des horaires variables, bon, est-ce qu'on va me demander comme infirmière de rester cette nuit? Donc, c'est imprévu. Je peux pas savoir, je peux pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Donc, je vais être stressée toute ma journée en me disant tout d'un coup que ce soir, je dois rester puis qu'il faut que je trouve une gardienne pour mes enfants, mais c'était pas prévu. Ensuite, on a l'aspect de la nouveauté qui va toujours être stressante. Donc, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Hein? On peut penser à un enfant, par exemple, qui ferait pour la première fois de la bicyclette, mais pour lui, ça peut être stressant. Hein? C'est un nouvel outil, un nouveau jeu. C'est la même chose, c'est la première fois qu'un humoriste donne un show en public à 200 personnes ou à 5000 personnes. Bien, il va être stressé, c'est sûr. Toute nouveauté fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on l'a jamais expérimenté. Et finalement, si notre ego est menacé. Donc, si on met en doute nos capacités, c'est vraiment aussi un facteur qui peut augmenter notre stress. On peut penser, par exemple, à une entrevue pour un nouveau travail. Donc, on va aller directement vous poser des questions. Pourquoi on vous engagerait? Qu'est-ce que vous feriez dans tel contexte? Donc, c'est de vraiment aller juger vos compétences directement. Un examen à l'école, c'est vraiment d'aller juger vos connaissances et de savoir est-ce que vous êtes au niveau. En plus, on va vous donner une note qui va être attribuable à vos connaissances. Donc, est-ce que vous êtes bon ou est-ce que vous n'êtes pas bon? Donc, on va aller vraiment aller jouer sur le stress de cette manière-là. Tous ces ingrédients-là sont cumulables, donc additifs. Ça veut dire que plus un événement a des facteurs de stress de ces ingrédients-là, plus il va être stressant. Donc, si mon événement est à la fois manque de contrôle, imprévisible, nouveau, et en plus que mon ego est menacé, bien là, c'est certain que ça va être vraiment l'apogée du stress que je vais vivre, puis je vais probablement trouver que j'ai jamais été autant stressée de ma vie. Donc, si, par exemple, vous avez à donner une entrevue télévisée en direct, par exemple, comme un débat de président, par exemple, ben là, j'ai aucun contrôle sur ce que l'autre va dire. C'est imprévisible parce que les sujets, je les connais pas à l'avance. C'est nouveau parce que c'est la première fois, moi, que je fais ça, un débat télévisé. Puis en plus, mon ego est menacé parce que les réponses que je vais donner, ça va directement juger ma vision du monde puis ma perception. Donc, on peut s'imaginer à quel point c'est stressant. Bien sûr qu'on a, en plus de ces ingrédients-là, plusieurs facteurs dans notre style de vie qui vont augmenter notre stress. Donc là, on a parlé de perception, on a parlé d'ingrédients qui amplifient le stress, mais on a aussi un facteur, si on veut, dans notre personnalité, puis dans notre style de vie qui peut augmenter le stress qu'on va vivre. Alors, notre style de vie, on parle ici de mauvaises habitudes, par exemple de prendre beaucoup de caféine, de nicotine, d'avoir des difficultés financières parce qu'on fait des mauvais choix, on dépense trop, plus que notre revenu, on a un mauvais sommeil, on bouge pas, on n'a pas de loisirs. Donc, plusieurs facteurs qui pourraient accentuer le stress que je vais vivre au quotidien. Ensuite, des types de personnalités aussi qui sont plus propices à être nerveux. Donc, les gens qui s'isolent facilement, qui sont peu sociables, les gens qui ont tendance à être très perfectionnistes, super performants, des bourreaux de travail,
On va y revenir tantôt au type de personnalité plus en détail. Les gens qui, c'est ça, qui travaillent beaucoup. Ensuite, ceux qui vont avoir des monologues intérieurs très récurrents, qui vont être portés sur la critique, le jugement, puis se dire qu'ils sont pas bons, sont mauvais, qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Et finalement, les gens qui vont avoir tendance à généraliser tout ce qu'ils vont vivre. On sait bien, il m'arrive tout le temps juste des mauvaises choses dans la vie ou d'exagérer un petit événement. Mon boss m'a rencontré, il m'a dit que j'étais vraiment pas bon, mais finalement, c'est pas ça qu'il vous a dit. Il vous a dit que vous avez fait une petite erreur. Oui, mais il m'a dit que je faisais toujours les mêmes erreurs. Non, il faut faire attention si on exagère. Donc, il y a des types de personnalités, des styles de vie qui vont être favorables à vivre du stress. Et ça, tous ces facteurs-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut y agir dessus. Donc, on peut modifier nos perceptions, on peut essayer de modifier nos styles de personnalité, on peut modifier nos monologues et on peut modifier nos styles de vie. Alors, c'est ce qu'on va voir tantôt dans les stratégies, justement, de comment bien gérer notre stress. Alors, les effets du stress. On est encore dans la compréhension de qu'est-ce que le stress. Alors, on a plusieurs effets du stress. Hein? Comme je vous disais tantôt, j'affronte mon ours, mon mammouth. La première chose qui se produit, c'est que je sécrète de l'adrénaline. Qu'est-ce que ça va faire dans mon corps? Je vais avoir le cœur qui va battre vite, vite, vite. Je vais respirer plus rapidement. Puis pourquoi je vais faire ça? C'est que mon corps se prépare à se combattre ou fuir. Donc, il se dit, oh, j'ai besoin d'avoir des muscles très vifs, rapides et d'avoir beaucoup plus de sang activé dans mon corps pour être capable de courir le plus vite possible ou de frapper le plus fort que je peux. Donc, mon corps, c'est pour ça qu'il réagit de cette manière-là. Donc, il va vraiment, avoir des tensions musculaires. Des fois, les gens qui ont mal au cou, mais dites-vous que le stress, dans le fond, votre corps, il se crispe. Et pour combattre, mais disons que vous êtes en retard au travail, bien, il n'y aura pas à combattre. Avec votre énergie, vous ne la dépenserez pas. Parce que normalement, si j'ai à fuir mon ours, je vais courir le plus vite possible. Quand je vais arriver au bout, puis que je vais être saine et sauve, ça va rebaisser. Mais là, si je suis en retard au travail, j'ai aucune manière de faire baisser mon énergie que j'ai déployée dans mon corps. Donc, je vais me sentir stressée longtemps, jusqu'à temps que je revienne un peu dans mon rythme de travail normal. Puis ça peut prendre plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Fait que votre corps, il mobilise de l'énergie pour vraiment être capable de faire face à ce stress-là. Il y a certaines personnes qui vont le vivre autrement, hein, qui vont avoir des larmes, qui vont être irritables, impatients, qui vont avoir des nausées, des vomissements. Donc, ça peut même aller jusque-là. Donc, tu sais, d'avoir tellement peur d'un événement, du danger imminent, que ce soit perçu ou réel, bien, que ça nous donne vraiment des sensations très, très concrètes de peur. Alors, chacun de ces symptômes-là est comme divisé en 3 phases. Donc, quand je réagis au stress, la première chose qui se produit, c'est que j'ai un signal d'alarme, comme je vous disais. Donc, j'ai une sécrétion d'adrénaline dans mon corps. Mon corps est prêt à agir immédiatement, combat ou fuite. Puis, même certaines personnes vont avoir un système d'alarme qui va se déclencher plus vite, dépendamment de leur perception, de leur passé, comme je disais tantôt, de leur type de personnalité, de leur style de vie. Donc, ils vont avoir un système d'alarme qui va se déclencher plus vite que d'autres. Hein, on a tout un système d'alarme là, qui, à moins de petites rôties brûlées, se déclenche, alors que chez d'autres personnes, il y aurait le feu puis il n'y en aurait pas de détecteur de fumée. C'est la même chose chez les humains. Après ça, on a l'étape de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le stress va se prolonger. Fait que c'est pas seulement là, je vous donne l'exemple tout le temps d'un ours, là, mais tu sais, mon ours est là, je cours, mon ours n'est plus là. Mon stress est fini. Quand je suis en phase de résistance, c'est, disons, l'ours me suit. Hein? Fait que mon stress se prolonge. Fait que disons que j'ai une entrevue pour un travail, je suis stressée, je passe l'entrevue, j'ai un signal d'alarme. Là, je me sens vraiment nerveux à l'idée de faire ma présentation. Là, finalement, je fais ma présentation. Mon signal d'alarme diminue, mais là, je vais rester dans un stress constant parce que je ne sais pas si le travail, je l'ai obtenu ou non. Fait que je vais rester en phase de résistance. Et là, mon corps, il va sécréter du cortisol.
Donc là, ça, c'est l'hormone, on appelle l'hormone espionne parce que c'est une hormone qui va rester tout le temps dans notre corps sécrété, puis qui va éventuellement stimuler les muscles et le corps à faire face à une menace, mais de manière plus prolongée. Parce que l'adrénaline, elle, va se libérer, puis va être dissipée vraiment rapidement. Donc, c'est vraiment pour vous donner un boost. Tandis que le cortisol, lui, c'est un peu comme votre essence qui va permettre de rester en éveil plus longtemps. Parce qu'avec l'adrénaline, c'est comme votre nitro, puis le cortisol, c'est comme l'essence, si on veut. Fait que le cortisol, lui, va rester dans votre corps, puis il va vous permettre de rester en éveil un peu plus longtemps. Donc, il va rester en éveil tant et aussi longtemps que vous allez ressentir un stress et un danger. Fait que tant que vous n'aurez pas eu votre réponse de votre entrevue, si vous avez oui ou non l'emploi, bien, vous allez sécréter du cortisol. Puis, ce qui arrive avec le cortisol, c'est que ça diminue votre système immunitaire. Et quand on sécrète le cortisol, bien, c'est aux dépens d'autres systèmes de votre corps. Puis là, bien, votre système immunitaire va être moins efficace. Fait que souvent, ce qui va arriver après cette grande phase de résistance-là, c'est que vous allez vous épuiser, vous allez tomber malade. Puis, bien, il y a chez certaines personnes, bien, il y a un épuisement qui peut même s'en suivre. Par exemple, je fais mon entrevue, j'ai ma phase d'alarme. J'attends mon résultat d'entrevue, je suis en phase de résistance, je sais pas, je les tue pas, c'est long, je suis stressée, je dors pas bien. Est-ce que ça a bien été ou non? Et après ça, j'ai ma phase d'épuisement. Disons que ça fait 2 semaines, j'ai eu le résultat, mais finalement, j'ai pas eu l'emploi. Puis en plus, en plus, ils m'ont dit des commentaires comme quoi j'avais eu une mauvaise entrevue, que bon, ils ont été vraiment méchants, mettons, on s'imagine. Puis là, ben là, je vais sécréter du cortisol, mais là, j'aurai tellement plus d'énergie pour faire face à ce stress-là nouveau encore, qui va me mettre dans une autre crise d'alarme, que finalement, ben, je vais tomber en épuisement. Mon corps va faire complètement un shutdown, va s'épuiser parce qu'il va avoir été à 110% trop longtemps. Puis là, ben, je vais avoir certains organes qui vont défaire, qui vont s'affaiblir, puis qui vont se relâcher. Puis c'est vraiment rendu là que je vais avoir des malaises, des problèmes plus graves. Je pourrais, par exemple, avoir une maladie ou être malade de manière vraiment prolongée. Il y a même des gens qui vont développer des troubles cardiovasculaires. Bon, probablement pas juste dans le cas de mon entrevue, mais si on se dit que la personne vit son stress aussi intense que ça pour une entrevue, imaginez-vous pour toutes les autres sphères de sa vie, il y a des bonnes chances qu'elle ou lui trouve ça difficile aussi. Donc, en plus, il y a des bonnes chances cette personne-là avait un style de vie qui était non favorable au stress ou favorable au stress dans le sens qu'il dormait pas bien, donc peut-être avait des mauvaises habitudes de vie, peut-être qu'il avait un style de personnalité qui était favorable au stress. Elle a vécu de la nouveauté, elle a vécu un manque de contrôle, elle a vécu un ego menacé. Imaginez-vous comment ça peut être difficile, en plus de la perception qui est là de cet événement-là, qui s'est concrétisé comme étant négatif. Fait qu'on peut voir, là, je ne veux pas vous mettre ça dramatique, là, mais c'est sûr que l'épuisement, ça peut survenir éventuellement. Fait que c'est d'autant plus important de faire attention à soi et de savoir comment bien gérer ce stress-là. Donc, si on se l'imagine en graphique, parce que j'aime les images, hein, c'est un peu le même principe que tantôt. Donc, si c'est ma phase d'alarme, elle, va dépasser mon seuil de tolérance, peut-être pas. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, ça serait par exemple un deuil, un accident de la route. Là, ça serait un stress qui est beaucoup trop intense pour votre seuil de tolérance. Là, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez être, dépendamment de la longueur de la courbe rouge, là, au-dessus du seuil de tolérance, vous allez être en phase de résistance, puis probablement que vous allez être brûlé à la fin de cet événement-là. Donc, c'est normal. Par exemple, si on vit un deuil, la perte d'un emploi, la perte d'un proche, que ce soit parce que la personne est malade, par exemple, ou bref, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vraiment nous affecter pour dépasser notre seuil de tolérance. Et on a le stress chronique qui s'apparente un petit peu à l'épuisement. Donc, les gens qui vont venir en épuisement, souvent, vont vivre un stress qui est chronique. Ça veut dire qu'ils vont être toujours un petit peu au-dessus du niveau d'équilibre. Donc, ils vont être en phase de résistance, là.
Donc, tout ce qui est au-dessus du niveau d'équilibre, donc, on va être toujours stressé un peu. Puis, après ça, ils vont avoir un événement. Là, ça serait comme la goutte qui ferait déborder le vase, mais un événement d'alarme qui dépasse leur seuil de tolérance. Puis, comme ils n'étaient pas au niveau d'équilibre, jamais, mais qui vont être complètement épuisés à la suite de cet événement-là. Fait qu'il y a des gens qui, des fois, vont vivre un stress quotidien, ça va toujours, ils vont être capables de passer au travers, ça va bien aller, puis à un moment donné, ils vont avoir un événement trop intense, puis là, ouf, épuisement. Puis, ça pourrait arriver aussi que c'est juste que la ligne de tolérance et le niveau d'équilibre sont trop près l'un de l'autre. Donc, une personne pourrait avoir un seuil de tolérance qui est beaucoup diminué de par peut-être, oui, du stress quotidien, mais peut-être aussi parce que des mauvaises habitudes de vie, parce qu'elle a un style de vie, une personnalité qui fait que rapidement, elle va avoir une perception négative de plusieurs événements dans sa vie qui vont faire en sorte que son seuil de tolérance va être plus bas. Fait qu'imaginez, chaque petit stress pour elle va être seuil de tolérance, tout le temps proche. Fait que le seuil de tolérance peut se modifier, peut se moduler, pourrait être augmenté aussi, hein, pas juste diminuer, là. Fait qu'on peut vraiment augmenter notre seuil de tolérance au stress. Alors, ce stress-là qui est chronique est vraiment insidieux, dans le sens que la personne qui vit un stress constant, souvent, elle n'a pas l'impression d'être stressée. Elle va tellement être habituée à être tout le temps un peu en état de fébrilité qu'elle ne se rendra pas compte qu'elle n'est pas en niveau d'équilibre. Puis là, ben, c'est là que le stress chronique va la guetter. Puis souvent, la dépression et l'épuisement. Donc, il faut faire vraiment attention pour ne pas se rendre là. Alors maintenant, on est rendu dans les stratégies de gestion du stress, hein, pour faire face à tout ça. Là, ça fait peur. Il y a beaucoup d'impacts sur notre santé qui peuvent survenir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer ça? En fait, il y a plusieurs avantages à être capable de gérer notre stress. Là, on a vu tous les désavantages, mais si en contrepartie, on est bon et qu'on sait comment faire, bien, on va avoir moins de maladies, moins de douleurs physiques parce qu'on ne sécrétera pas du cortisol à temps plein. Plus d'énergie, c'est certain que si on est toujours en train de déployer de l'énergie pour faire face à un stresseur, mais on n'a pas d'énergie pour autre chose. On va avoir l'énergie pour aller courir, va être beaucoup moindre. Puis aujourd'hui, ça ne sera pas une journée qui est positive. Votre humeur va être plus détendue, plus calme, plus de bonheur, plus de positivisme, c'est bien évident. Meilleure concentration au travail, on ne sera pas toujours en train de penser à notre événement stressant. Meilleure attitude envers nous-mêmes et les autres. Souvent, on va avoir une meilleure estime de nous et aussi plus de patience envers soi-même et aussi une meilleure productivité au travail, bien évidemment. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à bien gérer son stress. Alors, quelles sont vos stratégies pour gérer votre stress? Normalement, si on avait été en vrai, là, je vous aurais posé la question. C'est impossible de rayer le stress de notre vie, on va se le dire. Le stress, ça fait partie de notre quotidien. Il faut s'y habituer, il faut s'y adapter. Et il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution miracle non plus. Je ne peux pas vous donner un mode d'emploi pour tout le monde. Donc, on a normalement un mode d'emploi personnalisé. Fait que chaque personne devrait trouver sa manière de gérer son stress personnel. Au même titre que vous percevez chacune des situations différemment de votre voisin. Donc, votre voisin ne voit pas ça comme un stress, puis vous, oui. De la même manière, vous devez savoir comment résoudre votre stress à votre manière parce que la stratégie du voisin ne fonctionnera peut-être pas. Donc, il y a des gens qui vont être, par exemple, vraiment portés à faire beaucoup de méditation, de relaxation, alors que d'autres vont dire c'est vraiment un supplice de faire de la méditation. Moi, je déteste ça. Mais par contre, de noter par écrit tout ce qui me stresse, moi, ça marche. Fait qu'il faut voir c'est quoi les meilleures stratégies pour vous. Aujourd'hui, on va parler en général de plusieurs stratégies. Je ne vous ferai pas de cachette, je ne rentre pas dans les détails. Si jamais vous voulez en savoir davantage, comme je vous disais, là, on a d'autres cours là, qui sont vraiment plus poussés sur ces sujets-là. Alors, tout passe, quand on veut gérer notre stress, par contrôler ce qu'on peut contrôler. On va y revenir tantôt. Donc, contrôler notre manière de penser,
contrôler notre temps, donc gérer notre temps comme on peut, et gérer nos actions ou nos activités de la vie quotidienne, notre style de vie. Donc, on peut agir sur ces 3 facteurs-là. Puis, on peut s'améliorer pour être meilleur et vraiment acquérir des compétences toute notre vie. Donc, aujourd'hui, disons, Mireille, j'ai des certaines stratégies pour gérer mon stress, mais peut-être que dans 10 ans, je vais évoluer puis je vais devoir trouver de nouvelles stratégies ou je vais devoir, au contraire, peaufiner une stratégie davantage. Il faut vraiment voir ça comme un processus et non comme aujourd'hui, je vais mettre en application telle chose, ça va fonctionner, c'est sûr, c'est réglé, on n'en parle plus. La perception, c'est vraiment long à changer. Ça peut prendre plusieurs années. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est vraiment un processus qui est de longue haleine. Donc, la gestion des pensées. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire pour vraiment gérer notre stress. Donc, on peut reconnaître ce sur quoi on a du contrôle, parce que si je ne sais pas ce sur quoi j'ai du contrôle, ça se pourrait que je m'acharne. Fait que d'abord, on décèle ce sur quoi on a du contrôle, puis après ça, on peut modifier notre discours intérieur, puis faire évoluer notre perception de notre stress qu'on va vivre. Alors, comment je fais pour savoir ce sur quoi j'ai du contrôle? Donc, il existe une grille de pouvoir personnel que vous pouvez voir à l'écran. Donc, on a comme 4 sphères. Celles qui sont en rouge, c'est celles qu'on devrait éviter le plus possible. Et celles qui sont en bleu, c'est celles qui sont celles sur lesquelles on peut agir. Donc, je peux agir sur ce que j'ai le contrôle et je peux essayer de ne pas agir sur ce que je n'ai pas le contrôle. Ça s'appellerait le lâcher-prise. On a tous déjà entendu ce mot-là. Lâche-prise, ça va bien aller. Ensuite, si j'essaie d'agir sur quelque chose que je n'ai pas le contrôle, par exemple sur les autres, sur ce que les autres disent, sur ce que les autres pensent, sur mon environnement, à ce moment-là, ça serait de l'acharnement. Donc, je dépenserais beaucoup, beaucoup d'énergie, puis mon stress augmenterait davantage. Si, disons, j'essaie de me fier aux rumeurs, d'avoir des informations, de creuser, d'aller poser des questions, d'essayer d'en savoir tout le temps plus, de m'informer sur un sujet vraiment à toutes les secondes, mais à un moment donné, je veux dire, je le contrôle pas. Fait que même si je le connais dans les moindres détails, cette personne-là, je la connais, là, mais je peux pas savoir qu'est-ce qu'elle pense. Je peux pas savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Fait que je dois me fier à son bon jugement, je dois lui faire confiance. Fait que je dois pas m'acharner sur des détails que je peux pas contrôler. Si par contre, je n'agis pas sur quelque chose que j'ai du contrôle, là, ça serait de l'abandon. Ça veut dire que j'abandonne. Puis à ce moment-là, mon niveau de stress ne changerait pas. Ça veut dire que c'est pas une bonne action, une bonne attitude à adopter. Souvent, les gens qui n'agiront pas dans des situations qu'ils peuvent contrôler vont être plus des victimes, si on veut. Fait que c'est vraiment pas une bonne stratégie non plus. Quand on parle de lâcher prise, justement, je peux pas contrôler ce que l'autre dit, ce que l'autre pense. Je peux pas contrôler la vie. Je peux pas contrôler que demain matin, je vais peut-être sortir de mon entrée puis que je vais avoir un accident. Je peux pas contrôler que je vais me faire couper à mon travail parce qu'il y a des coupures budgétaires, par exemple. Il y a des événements dans la vie qu'on n'y peut rien, qu'il faut lâcher prise, puis il faut plus utiliser nos ressources pour rebondir. Puis dire, OK, je vais voir ça positivement, je vais voir ça comme un apprentissage. Alors, agir sur quoi on a du contrôle, c'est vraiment sur ce qu'on pense, sur ce qu'on peut gérer notre temps. Hein? On peut, tout ce que je vous ai mentionné tantôt, puis on peut gérer nos pensées, gérer nos priorités, gérer comment je vais m'organiser. Disons, si je pensais tantôt à mon événement extérieur, puis j'ai peur qu'il pleuve, je peux prévoir des stratégies. D'avoir un chapiteau, d'avoir des plans B, d'avoir des murs s'il pleut trop fort. Fait que, tu sais, je peux trouver des stratégies pour m'adapter au cas où il y aurait un événement que je ne contrôle pas qui surviendrait, mais je ne peux pas empêcher qu'il pleuve, bien évidemment. Quand on parle de perception, souvent on parle de perception négative face au stress.
Donc, je voulais vous faire un parallèle. On va parler de perception négative, mais après, on va parler de la positive. Donc, la perception négative, souvent, c'est basé sur des hypothèses qui sont erronées, des croyances inexactes, ou c'est peut-être fondé aussi sur des événements passés que vous avez interprétés d'une certaine manière, que vous avez vu comme ça, puis de la manière que vous l'avez vu, ben là, ça va se perpétuer dans le futur. Que vous allez revivre, si on veut, les mêmes émotions dans un événement semblable, alors que c'est pas nécessairement fondé. Souvent, ça va être basé sur une faible estime de nous parce qu'on va diminuer nos compétences, diminuer nos ressources, puis on va se dire, l'événement qui survient est beaucoup trop intense, je n'ai pas les ressources parce que je perçois que je n'ai pas les ressources, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que les autres m'ont déjà dit que j'avais fait un mauvais travail dans les mêmes circonstances, parce que j'ai des attentes irréalistes, par exemple, je pourrais dire, je m'attends à réussir à avoir 98% à mon examen, mais là, finalement, c'est tellement une des attentes irréalistes que je perçois ça comme un défi insurmontable. T'sais, où il faut que j'ai 98%, bien là, je vais me dire, hey, c'est presque impossible que j'ai 98%. Ouais, mais pourquoi tu t'es mis une barre aussi haute? Fait que c'est sûr que là, votre perception va être déformée parce que vous êtes vous-même mis un objectif trop difficile. Il y en a qui vont avoir des pensées qui sont automatiques. Hein, ils vont dire, ah, je suis pas capable. Ah, je suis pas capable. Ah, ça, c'est trop dur, je suis pas capable. Non, ça, j'ai jamais été bon là-dedans, je suis pas capable. Fait que c'est vraiment d'avoir une perception négative. Souvent, ça va être basé sur, oui, des événements passés, mais souvent sur des mauvais schémas mentaux qu'on va avoir là, face à un événement. Puis, ben, c'est sûr que ça va augmenter votre niveau de stress. Hein, puis, vous allez perdre beaucoup d'énergie là, à essayer de confronter vos pensées négatives en plus de devoir affronter le stress. Fait que comment on essaie de modifier ça? Ben, en ayant un discours intérieur qui est davantage positif. Donc, s'il y a un événement qui se produit, on se souvient de mon événement, j'avais deux manières d'avoir une perception. J'avais la perception positive, la perception négative. Mais pour avoir une perception positive, je dois modifier ce sur quoi j'ai du contrôle et je contrôle mon discours intérieur. Je contrôle comment je me parle, qu'est-ce que je me dis. Donc, je vais modifier ma perception peut-être en relativisant. En disant, ah, finalement, c'est pas si pire que ça. Je vais apprendre de ça, finalement. Mon entrevue, là, que j'ai échoué, ben j'ai appris, je me suis améliorée, j'ai travaillé fort, j'ai dû trouver mes forces et faiblesses. Fait que la prochaine entrevue que je vais passer, ben je vais être meilleure. Je vais savoir, je me connais maintenant. Fait que de voir ça comme un outil, un atout pour le futur, plutôt que comme un échec. Ensuite, d'être optimiste, de voir un événement comme un défi, comme je disais, si disons, j'ai à m'adapter à du télétravail en raison de la COVID ou pour toute autre raison, parce que mon employeur considère que le télétravail, c'est vraiment important maintenant, ben je pourrais voir ça comme un défi. Hey, c'est vrai, la technologie, moi, je suis pas vraiment à l'aise. Ça va être vraiment plaisant. Je vais apprendre davantage, puis je vais être meilleure. Je vais pouvoir réutiliser ces outils-là dans d'autres contextes personnels ou sociaux. Et que ça va m'aider dans ma vie quotidienne. Je pourrais diminuer mes attentes et mes exigences envers moi-même. Normalement, ça devrait être réaliste. Fait que c'est sûr que si vous exagérez toujours vos échecs, puis pour vous, vos succès comptent pas. Ah, j'ai réussi, mais c'est parce qu'il manquait, il y avait personne de bon niveau avec moi. Fait que c'est normal que j'ai gagné. Si vous sous-estimez toujours vos victoires, bien à ce moment-là, vous ne gagnerez pas de confiance en vous. Fait que c'est vraiment important d'essayer de pas minimiser tous les échecs, parce qu'il y a des échecs qu'il faut dire que oui, c'est vrai, j'ai échoué, mais il faut que j'apprenne de ça. Mais de vraiment renforcer davantage vos succès. Et puis, il ne faut pas oublier que l'erreur est humaine. Puis, c'est normal de se tromper. C'est normal d'échouer de temps en temps. Donc, modifiez la manière dont vous parlez et vous communiquez aux autres. Et donc, comment je me parle? Ben, je devrais plutôt me dire je peux le faire au lieu de je dois ou faut vraiment que je fasse ça. Il faut vraiment que je fasse le ménage en arrivant, là, j'ai pas le choix, là. Mais là, vous êtes fatigué. Ouais, mais il faut que je le fasse. Ouais, mais c'est un stress inutile que tu te mets, tu pourrais le faire demain, c'est pas grave. Tu pourrais dire, non, je suis capable de le faire, je suis capable de faire la moitié. Je peux
faire la moitié aujourd'hui, je vais faire l'autre moitié demain. Ah, c'est moins pire, finalement. Fait que c'est comment on se parle. Et c'est difficile et je peux le faire et non, je ne serais pas capable. Tu sais, dire c'est difficile, c'est un défi, je vais l'essayer, je vais faire de mon mieux, je vais faire mon possible. Mais si d'emblée, je me dis, je suis pas capable, je suis pas capable, c'est trop dur, je suis pas capable. Bien, à ce moment-là, c'est comme si je vivais un échec avant même de l'essayer. C'est même pas me donner une chance d'essayer. Fait que c'est d'utiliser d'autres types de terminologie dans votre subconscient, dans la manière de vous parler pour essayer de modifier votre perception d'un événement. D'ailleurs, pourquoi ne pas changer vos scénarios catastrophiques en scénarios fantastiques? Hein, souvent, on a tendance à dire « le pire qui pourrait arriver, ça serait ça. » Mais le meilleur qui pourrait arriver, ça serait quoi? Il faut voir les deux côtés de la médaille. Fait que si vous êtes un plus du genre apocalyptique, bien, faites le travail, écrivez-le, parlez-vous devant le miroir, je ne sais pas, trouvez une stratégie dans votre voiture, vous êtes en train d'écouter de la musique. Puis là, vous dites, le scénario là, fantastique qui pourrait arriver, c'est ça. Des fois, je peux comprendre, on a peur de se faire des grosses attentes. Mais ça ne veut pas dire non plus de se faire des scénarios fantastiques, démesurés et de rêver, puis de se faire des projets futuristes, de dire, si j'ai ça, je vais aller en voyage, je vais offrir des cadeaux à tout le monde, je vais... il ne faut pas non plus amplifier et exagérer nos réussites, là, mais on peut se permettre, on a le droit de se trouver des petits scénarios fantastiques qui vont nous donner confiance en nous, qui vont nous donner un sentiment de contrôle, un bien-être, puis qui vont nous permettre de visualiser positivement aussi un événement qui nous paraît trop difficile ou trop stressant. J'espère que ça va bien jusqu'à maintenant. Donc, il me reste à peu près, d'après moi, pour au moins 15 minutes. Mais ça me tout bien. Donc, on a 50 minutes de fait. N'hésitez pas à prendre des pauses, hein, allez vous lever, tout ça. Moi, je bois de l'eau parce que je parle toute seule. Puis, veut pas, je parle plus que si vous étiez là pour vrai parce que normalement, je pose des questions, j'interagis, mais là, je me parle toute seule. Alors, l'autre chose qu'on peut gérer, hein, on peut contrôler notre pensée, on peut contrôler notre temps aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on peut établir des priorités, on peut établir nos limites et on peut essayer de concilier notre travail et notre vie personnelle le mieux possible. Alors, parlons des priorités en premier. Alors, c'est important dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, d'établir nos limites. De dire, regarde, moi, je suis prêt à faire du temps supplémentaire, mais je ne suis pas prêt à travailler 50 heures par semaine. Moi, c'est ma limite. Dans ma maison, je suis prête à faire du ménage, mais je ne suis pas prêt à faire du ménage toute ma fin de semaine parce que j'ai besoin de me relaxer de temps en temps. Fait que je vais établir que moi, je fais une demi-journée de ménage par semaine, puis c'est assez. Ou je vais engager une personne pour m'aider à faire le ménage, par exemple. Et je pourrais aussi établir comme ça mes aspirations. Hein, mes aspirations au travail, c'est quoi? Est-ce que je veux monter dans mon organisation? Est-ce que moi, le travail que j'ai me convient très bien? Est-ce que dans ma vie familiale, je souhaite avoir un autre enfant? Est-ce que je souhaite avoir des enfants? Est-ce que je me vois faire ma routine de vie comme celle-là tout le temps? Il faut essayer de s'imaginer dans ces différents rôles qu'on a dans notre vie pour établir après ça des priorités. Parce que dépendamment de vos aspirations, de vos objectifs de vie, de vos objectifs personnels, professionnels, amicaux, sportifs, on a différentes sphères dans notre vie, là. Fait que dans chacune de nos sphères, on a des aspirations qui sont différentes, on a des objectifs différents aussi qu'on devrait se fixer. Puis là, à ce moment-là, dépendamment de ce qui, pour moi, est le plus important, à ce moment-là, je vais définir mes priorités. Fait que c'est vraiment un travail un petit peu plus réflexif là, qu'il faut faire dans cette mesure-là. Mais d'essayer de voir, est-ce que dans mon travail, j'ai des rôles qui me sont attribués qui ne devraient pas? Est-ce que ça fait partie de mes tâches? C'est pourquoi je finis à 6 heures tous les soirs ou si
il y aurait une manière de parler à mon employeur pour dire, ben écoute, cette tâche-là, c'est pas à moi. Peut-être que j'ai des priorités à revoir. Donc, comment, une fois que j'ai clarifié mes aspirations, mes objectifs, ben là, après, je vais établir mes priorités, puis je vais utiliser des outils pour organiser tout ça. Fait qu'est-ce que j'utilise? Un calendrier, un carnet de rendez-vous, une note, des listes. Donc, j'ai plein d'outils que je peux utiliser là, pour mieux m'organiser dans ma vie quotidienne, familiale et au travail. Puis pour vous aider, on a aussi un tableau des priorités qui existe. Donc, tout ce qui est en gris, c'est vraiment la zone dans laquelle on devrait se situer le plus souvent pour ne pas être stressé. Ça veut dire que je vais agir sur ce qui est important pour le moment, mais qui n'est pas urgent. Comme ça, je suis dans la proactivité. Puis, je vais toujours gérer un peu à l'avance mes dossiers. Donc, ça va me permettre, par exemple, de prendre soin de moi. Donc, si je fais de l'activité physique avant même d'être stressée, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je vais sécréter des hormones de bonheur. Fait qu'à ce moment-là, je suis dans la proactivité. J'agis avant qu'il se passe quelque chose. Je vais améliorer mes relations interpersonnelles, par exemple. Si je les entretiens, que j'appelle mes amis, ma famille, je vais être proactif dans le fait que je développe des liens avec les autres. Et si j'écris tout de suite mes buts, mes aspirations, je suis proactive. Même chose au travail. Ça veut dire, si je pense déjà à ce que je vais avoir à faire dans 2 semaines, je suis proactive. Alors que si je travaille pour ce que j'ai à remettre tantôt, je vais être probablement dans le urgent, important, et là, je vais être dans le stress. Et si je suis dans les 3 autres cases que vous retrouvez ici à l'écran, donc si je suis dans le important, mais c'est urgent, là, je vais être réactif. Ça veut dire que je vais agir sur le stress, puis je vais devoir sécréter probablement de l'adrénaline pour me donner un boost d'énergie. Mais ça se pourrait aussi que ce soit un événement qui est non contrôlable qui se retrouve là. Par exemple, un enfant malade. Je ne contrôle pas, mais je vais me retrouver dans l'urgence. Sauf que si je suis proactive la majorité du temps, mon événement d'urgence, je vais être capable de bien le gérer parce que je ne serai pas dans l'urgence dans d'autres dossiers. Je vais avoir seulement ce dossier-là dans l'urgence. Il y a certains appels téléphoniques, par exemple, qui vont être de l'urgence. On peut penser, est-ce que votre conjoint est malade aujourd'hui? Là, vous aviez prévu faire l'épicerie. Là, finalement, il faut aller faire l'épicerie. Fait que c'est comme un peu une urgence. Et finalement, si on est dans le pas important, là, ces événements-là, souvent, c'est des petits bouche-trous, on va dire, de la vie quotidienne. Là. Si que il y a quelque chose qui ne nous tente pas, qui est important, mais on fait quelque chose qui n'est pas urgent. Parce que c'est plus fun. Hein? Comme par exemple, surfer sur le net, fouiller dans sa paperasse. Oh, c'est le temps que je fasse du ménage sur mon bureau, envoyer des chaînes de courriel, jouer à des jeux. Fait qu'il y a plein d'éléments qu'il faudrait essayer d'enlever le plus possible. On a le droit d'en faire un peu, là. Il faut quand même avoir un peu de bonheur dans notre vie, là. Dans notre lieu de travail, là. C'est normal de jaser sur un coin de table, là, puis dans son milieu de travail. Mais peut-être que jaser 1 heure, peut-être trop. Il faut voir, est-ce que dans le fond, c'est une distraction? Est-ce que je suis dans la case non urgent, pas important? Puis là, en ce moment, j'ai des dossiers urgents que je ne gère pas pendant ce temps-là. Fait qu'il faut voir où je me situe dans ça. Fait que c'est sûr qu'il faut se concentrer davantage sur le cadran proactif. Fait que c'est un petit cadran qui peut vous aider à savoir, là, dans votre vie quotidienne, bon, OK, ça là, c'est vraiment pas urgent, c'est une perte de temps, je fais pas ça. Fait que quand on est dans un moment de stress, c'est vraiment encore plus important de savoir bien gérer tout ce qui se présente à nous parce qu'il faut faire des bons choix. Si on est tout le temps dans les distractions, on va être encore plus stressé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut gérer nos limites. Hein? Apprendre à dire non. Parce que dire oui quand on veut dire non, c'est stressant. Si vous n'aviez pas prévu, par exemple, de travailler demain, ou vous n'aviez pas prévu, disons, de donner un cours sur le stress, par exemple, mais que vous aviez prévu de travailler un autre dossier qui pour vous était urgent et important, là, probablement que vous allez être mal pris. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non? Parce que vous avez un désir de plaire aux autres, parce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, que vous dites, les autres vont me juger si je dis non. Alors que la valeur qu'on a ne réside pas dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Hein? Faut faire attention à notre valeur vient d'où.
Puis, les gens qui sont perfectionnistes, hein, qui vont vraiment perfectionnistes, c'est une quête de performance, un stress qui est basé sur la peur d'échouer, entre autres, et des gens aussi qui vont avoir des attentes qui sont trop élevées par rapport à un événement ou par rapport à un examen, par rapport à un défi qu'ils veulent relever. Donc, ces gens-là veulent des éloges du fait d'être parfaits. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un désir de plaire aux autres. Donc, c'est des gens qui vont être vraiment stressés en général. Et c'est des gens aussi, les perfectionnistes, qui veulent agir sur ce qui n'ont pas le contrôle. Donc, ils vont être souvent dans l'acharnement. La procrastination, elle, c'est les gens qui ont de la misère à établir des priorités. C'est des gens qui souvent vont dire « Ah, je vais remettre à plus tard, là, ça ne me tente pas de faire ça » parce qu'ils ont peur d'échouer, mais aussi parce qu'ils n'aiment pas nécessairement la tâche qui va être à faire, qu'ils vont essayer d'éviter des tâches désagréables, puis qui vont en venir au point où ils vont être dans le urgent important tout le temps, parce qu'ils vont avoir tellement fait autre chose, donc ils vont avoir tellement été distraits, ils vont avoir tellement perdu du temps pour d'autres éléments, que finalement, ils vont être dans le gros rush, puis dans devoir performer en très peu de temps. Puis des fois, ben, ils vont échouer parce qu'ils ne seront pas laissés assez de temps. Puis on a les bourreaux de travail aussi qui, eux, se justifient par leur... ils se valorisent par le fait de beaucoup travailler. Puis c'est un peu une dépendance qui est acceptée socialement, le bourreau de travail. Donc, le fait de travailler beaucoup, souvent, ça va être bien vu. La personne va avoir un bon revenu, va vraiment être travaillant. On va dire, c'est un travaillant, c'est quelqu'un qui est assidu, qui aime son travail, mais est-ce qu'il y a un équilibre dans sa vie? Peut-être pas. Et est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut plaire aux autres ou il le fait parce qu'il veut absolument se valoriser que par ça? Fait qu'il faut voir là dans quelle zone cette personne-là se situe. Fait qu'il faut gérer ses limites pour être capable de mieux gérer son stress. Et bien sûr, il faut essayer de concilier travail-famille le plus possible. Donc, la conciliation travail-famille, c'est vraiment la bonne gestion du temps, puis la gestion de nos limites aussi. Donc, c'est un équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle, mais c'est aussi une bonne connaissance de nos limites personnelles et aussi une bonne connaissance de notre temps et nos priorités, nos aspirations. Fait que ça permet de gérer efficacement les rôles, les objectifs dans notre vie. Ça permet d'avoir du bonheur dans toutes les sphères de notre vie et pas seulement qu'au travail ou à la maison. Puis bien sûr que c'est vraiment important pour être mieux capable de gérer notre stress. Alors, il nous reste une dernière partie qui est gérer nos actions. Donc, gérer notre style de vie. Pardon, j'avais vraiment soif. Alors, nos actions qu'on peut gérer quotidiennes, bien sûr qu'on a l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, nos réseaux de soutien, de contact et finalement des techniques de relaxation ou de méditation qu'on peut faire pour se calmer. Donc, en plus de modifier notre perception par nos pensées, si on veut, d'être capable de contrôler ça, de contrôler notre temps, nos priorités, nos limites, mais on peut contrôler aussi notre style de vie. Alors, on commence par l'alimentation. L'alimentation, bien d'abord, c'est d'avoir une alimentation, bien sûr, qui est équilibrée, donc qui a tous les aliments nutritifs disponibles du Guide alimentaire canadien. De manger souvent, à intervalles réguliers, de faire des repas, un moment de calme, de ralentissement, un moment social. Pourquoi? Parce que quand on mange debout sur le coin d'une table, stressé, vite, il faut que je mange, souvent, on va nuire à notre digestion. Et on va augmenter son niveau de stress aussi. Si, par exemple, vous êtes devant l'ordinateur à travailler, puis que là, vous devez répondre à des courriels, manger en même temps, c'est sûr qu'à un moment donné, être multitask, là, ça a une limite. Donc, tu sais, de prendre le temps, de dire, bon, ben, je vais déguster mon repas, je vais inviter des amis pour manger, je vais éviter d'écouter la télévision en mangeant, je vais vraiment prendre le temps, je vais mieux déguster mes aliments, je vais mieux digérer, je vais probablement manger moins aussi. Donc, tout ça va faire en sorte que je vais avoir un rythme de vie qui est plus équilibré un petit peu, puis je vais être mieux en mesure de gérer mon stress. Je vais essayer d'éviter les aliments trop sucrés,
donc de choisir davantage des hydrates de carbone, donc ça veut dire des glucides complexes, donc d'éviter tout ce qui est sucre simple, donc chocolat, bonbons, confiserie, liqueur, donc d'essayer d'aller vraiment plus vers les aliments qui diminuent ma glycémie, puis qui vont pas me donner des boosts d'énergie ou des rages de sucre qui font que je vais être plus stressée, ou je vais me sentir plus fébrile. Et évidemment, d'éviter la caféine. Pour certaines personnes, la caféine vraiment affecte une sensibilité qui est personnelle. Donc, il y a des gens que ça va déclencher une réaction de combo de fuite, que le cœur va battre vite, 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 puis qui vont sentir une poussée d'adrénaline en buvant du café. D'autres personnes qui vont vraiment s'habituer au café. Fait que faites attention, ajustez-vous à vos limites personnelles. Bien sûr que dans le chocolat et dans les boissons gazeuses aussi, il y a de la caféine. Donc, attention de ne pas en consommer dites, je prends juste un café par jour. Oui, mais tu prends du chocolat, tu prends 2 boissons gazeuses. Fait que faut voir là, la caféine, dans quelle sphère on la boit. On la consomme. Et finalement, la caféine, c'est sûr, ça peut nuire à votre sommeil, éventuellement. Donc, soit retarder l'endormissement ou fractionner votre sommeil pendant la nuit. On va y revenir d'ailleurs à qu'est-ce que ça fait le manque de sommeil sur le stress. L'exercice physique, bien sûr que de faire du sport, ça aide beaucoup. D'abord, les personnes qui font des activités sportives, en général, ont des réactions négatives diminuées face au stress. Donc, vont avoir un seuil de tolérance souvent au stress qui va être plus élevé que les autres. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils libèrent beaucoup d'hormones de bien-être en faisant leur activité sportive, ce qui fait qu'ils sont comme un peu plus apaisés au quotidien. Et aussi parce qu'ils vont avoir tendance souvent dans le sport à faire face à des défis souvent récurrents, à des compétitions et qui vont moduler leur manière de gérer le stress. Donc, ils vont être plus habitués à gérer leur stress constamment, puis à faire face à des défis. Puis, ils vont aussi peut-être les voir un peu plus positivement, ces défis-là, parce qu'ils vont avoir les capacités physiques pour tout affronter, si on veut. Donc, ils vont souvent signaler moins de stress perçu. Quand on fait l'exercice le matin, donc c'est vraiment une manière de se préparer à relever des défis de la journée. C'est comme de préparer son corps un peu au combat de la journée. Ensuite, si on fait l'exercice le midi, c'est un petit peu plus pour recharger ses batteries. Donc, puis le soir, c'est plus pour laisser sortir les tensions et les inquiétudes de la journée. Pour souvent libérer nos hormones pour nous apaiser, pour mieux dormir. Fait que c'est le moment de la journée qui va un peu affecter votre capacité à gérer votre stress si vous faites l'exercice à un tel moment de la journée. Bien sûr que ça nous change les idées aussi. Pendant qu'on fait du sport, souvent, on ne pense pas à nos événements de la vie quotidienne qui sont stressants. Et en plus, on va utiliser l'énergie qui est libérée par notre stress et on va le dépenser. Tantôt, quand je vous disais, quand on affronte un mammouth, on libère de l'adrénaline, on a l'énergie pour courir. Puis souvent, quand on est dans notre auto, puis qu'on a du trafic, puis qu'on est stressé, l'énergie, on la dépense pas. Mais quand on fait de l'exercice physique, on va la dépenser, cette énergie-là, finalement. Donc, ça peut être vraiment positif de ce côté-là, qu'on va aller libérer notre trop-plein d'énergie causée par notre stress. Le sommeil, quant à lui, eh bien, le sommeil va agir sur le stress et le stress sur le sommeil. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, le sommeil. Donc, le sommeil, ce que ça va faire, si je manque de sommeil, en fait, c'est que je vais diminuer mon sommeil qui est réparateur de mon mental. Donc, mon sommeil qui est davantage léger, qui est ma récupération mentale, va être écourtée. Donc, si je ne dors pas longtemps, ma récupération mentale va être plus courte. Et là, si je récupère moins bien mentalement, bien, le lendemain, je vais avoir moins de capacité d'apprentissage, moins de mémoire, plus irritable, plus impatient et plus stressé. Et en plus, si ma nuit est écourtée, bien, la fin de ma nuit, c'est mon sommeil paradoxal davantage qui va être là. Et souvent, mon sommeil paradoxal, c'est lui qui me sert à gérer mes émotions. C'est là que je digère mes émotions. Fait que si j'ai pas de sommeil paradoxal parce que j'ai dormi très peu, parce que j'étais stressée, bien, je vais moins bien gérer mon stress le lendemain parce que je vais pas l'avoir digéré dans mon sommeil paradoxal.
Fait que le sommeil, c'est vraiment une manière, si je manque de sommeil, je contribue à augmenter mon stress. Si je suis plus stressée, je vais avoir un problème pour m'endormir souvent ou je vais me réveiller vraiment fréquemment parce que mon corps va être en sensation de danger. Il va dire, oh, il y a un danger, il faut que je reste réveillé. Fait qu'il n'ira pas dans le sommeil profond. Et là, je vais me réveiller fréquemment. Fait que, bref, le sommeil, c'est vraiment un service. Fait qu'il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour bien dormir quand on est stressé. Et pour éviter d'être stressé davantage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, se coucher à des heures qui sont régulières, développer une routine de sommeil qui est quotidienne. On a un cours complet sur le sommeil, si ça vous intéresse d'ailleurs. Et bien sûr, d'éviter la stimulation avec les écrans 2 heures avant d'aller au lit. Éviter la nicotine parce que c'est un stimulant. Puis la nicotine, elle, va aller augmenter le délai pour vous endormir et va aussi faire des réveils plus fréquents la nuit, en plus de diminuer de 30 minutes par nuit votre sommeil. Ça, c'est si vous fumez plus d'un paquet par jour. Alors, c'est quand même un bon stimulant, la nicotine. Bien sûr, la caféine, c'est un stimulant aussi, c'est le même principe. Et l'alcool, elle, va amener un sommeil qui est davantage fragmenté et superficiel, ce qui fait que vous allez moins récupérer mentalement aussi. Donc, bref, le sommeil, c'est vraiment un très gros atout si on veut bien gérer notre stress. Ensuite, on a le réseau de contact. Donc, d'avoir un sens d'appartenance qui est plus élevé, d'avoir un sentiment de sa propre valeur qui est plus élevé aussi. Donc, si on a des amis ou davantage de membres de la famille qui sont proches de nous, on va se sentir plus en confiance, plus en sécurité, autant physiquement que émotionnellement. Et on va aussi diminuer notre cortisol dans notre sang. Donc, que j'expliquais tout à l'heure, qui est libéré là, quand on est stressé. Alors, c'est vraiment important d'être bien entouré quand on traverse des moments difficiles. On n'a jamais trop de bons amis. Donc, parler à quelqu'un, ça a l'avantage qu'on peut relativiser. Souvent, ça va être, la personne, elle va nous permettre de percevoir autrement un événement qui se produit ou auquel on fait face. Comme je vous disais, notre voisin n'a pas la même vision d'un événement que nous. Il ne vit pas le stress de la même manière. Ce qui fait que notre ami, probablement que c'est la même chose. On ne verra pas l'événement comme étant stressant, puis il va nous permettre de modifier notre perception. Donc, le regard externe, c'est très, très important. Et finalement, d'avoir des amis et de jaser, ça nous permet de rire, de penser à autre chose, puis de réduire notre stress. Et finalement, on a la pratique de la relaxation et de la méditation. Donc, j'ai 3 techniques ici de méditation et relaxation que vous pouvez utiliser pour essayer de gérer votre stress. C'est sûr, c'est pas miraculeux, mais si c'est fait de manière quotidienne, ça peut avoir des avantages vraiment à long terme sur votre stress. Alors, la première stratégie, c'est la respiration profonde 4-4-4-4. Donc, ça veut dire d'inspirer en 4 secondes, de retenir sa respiration 4 secondes, d'expirer en 4 secondes et de retenir finalement sa respiration 4 secondes. Et on fait ça plusieurs cycles, donc pendant à peu près 4 cycles de 4 fois 4 secondes. Et normalement, on devrait sentir que notre niveau d'adrénaline diminue, nos fréquences cardiaques diminuent et qu'on a une sensation d'apaisement. Bon, c'est sûr que ça peut être fait plusieurs fois par jour, cette respiration-là, ou à chaque fois qu'on sent un stress qui augmente. Et ça peut être fait aussi de manière préventive pour éviter le stress ou juste de mieux démarrer notre journée. Ensuite, on a les techniques d'ancrage, donc on appelle de méditation, qui nous permettent de revenir dans le moment présent. Donc souvent, quand on est dans le stress, on vit beaucoup dans le passé, donc on pense à ce qui est arrivé, ou on pense à ce qui risque de se produire, mais on ne vit pas dans le moment présent. Donc la méditation permet de nous remettre dans le présent, puis de faire en sorte qu'on va oublier notre stress. Donc, comment faire? Il y a une stratégie qui s'appelle VACO, qui nous dit qu'il faut se centrer sur un aspect visuel de notre environnement, par exemple une bougie, une lampe. Ensuite, se centrer sur un aspect qui est auditif. Donc, ça peut être une musique,
Ça peut être un chant d'oiseau, par exemple. Sur un aspect qui est kinesthésique, donc est-ce qu'il y a de la chaleur, est-ce qu'il y a un tapis, une position, une posture. Et finalement, un élément olfactif. Donc, il y a des gens qui vont mettre, par exemple, des chandelles, des bougies, de l'encens pour vraiment aller stimuler un apaisement olfactif. Et là, finalement, ils vont penser à un événement, ils vont penser à rien, ou vont juste se centrer sur ces 4 éléments-là de leur environnement pour faire abstraction de leur pensée. Et finalement, on a programmé notre mental. Donc ça, c'est une autre stratégie que vous pouvez faire en débutant votre journée le matin, en ouvrant les yeux dans le lit. Donc, de dire, bon, aujourd'hui, quelle est mon intention pour ma journée? C'est d'essayer de me calmer au volant quand je suis dans le trafic. Comment je veux me sentir? Bien, je veux me sentir apaisée. Je veux sentir que je vais respirer aujourd'hui quand je vais être dans ma voiture, puis je vais écouter de la bonne musique. Donc, quand je vais être dans le trafic, dans ma voiture, là, je vais essayer de recadrer mes mauvaises pensées de « Mon Dieu, je vais être en retard, le fichu trafic, c'est tout le temps long, je suis écœurée de vivre en ville, etc. » Puis, je vais me centrer plus sur mon intention de mon matin. Puis, le soir, quand je vais me coucher, je vais refaire un bilan. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je devrais réessayer demain matin? Est-ce que on voit, fait que c'est un retour sur notre journée. Il existe plusieurs autres stratégies, la relaxation progressive de Jacobson, le training autogène de Schultz. Sinon, il existe aussi l'automassage avec balle, avec rouleau, le massage par quelqu'un d'autre, le yoga qui rallie l'exercice physique et la méditation, la respiration profonde. Fait que trouvez la stratégie qui vous convient. Ça peut être d'écrire dans un journal, d'écrire vos pensées, d'écrire vos stratégies de gestion du stress, d'écrire vos objectifs, d'écrire une intention, d'écrire un journal en fin de journée. Bref, plusieurs stratégies sont disponibles pour bien gérer votre stress et vivre dans le moment présent. Alors, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, d'abord, on peut contrôler 3 grands aspects de notre vie, nos pensées, nos actions et notre temps. Donc, notre temps par nos priorités, nos pensées par notre perception et notre dialogue intérieur, et nos actions par notre style de vie qu'on va adopter. Et notre discours intérieur influence directement notre perception d'un événement. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va le voir positivement ou négativement, et ce qui va faire aussi qu'on va réagir ou non à l'événement qui va se présenter à nous. Mais il y a quand même des exceptions comme des événements, des facteurs de stress absolus, comme par exemple un tremblement de terre ou un feu, par exemple, que tout le monde va vivre comme stressant. Mais il faut se dire qu'en général, le stress, c'est vraiment une perception que notre voisin ne vit pas le même stress que nous. Il faut établir nos priorités. C'est vraiment important pour améliorer l'équilibre dans notre vie, puis établir vraiment nos aspirations, puis ce sur quoi on veut se centrer au jour le jour. Et finalement, il existe plusieurs outils que vous pouvez contrôler pour améliorer la gestion de votre stress, l'activité physique, le sommeil, l'alimentation saine, faire appel à notre réseau social, très important, et finalement les techniques de relaxation. Alors, voici les différentes ressources. Si jamais vous vous sentez stressé, dépassé, que vous sentez que vous êtes en épuisement, en dépression, si vous faites partie de la communauté militaire, donc vous avez le service vraiment militaire, là, donc, vous avez le service de santé mentale, la clinique médicale Valcartier, qui est vraiment pour les militaires exclusivement, et finalement, les aumôniers qui sont là aussi si vous voulez jaser pour vous calmer un peu plus. Vous avez aussi le programme d'aide aux employés et d'aide aux membres qui peut être disponible pour vos familles et vous-même, qui peut être un service de psychologie, par exemple, pour vous essayer d'avoir des nouvelles stratégies de gestion du stress ou gestion de vos priorités, par exemple. Et si vous êtes un civil qui m'écoutez aujourd'hui, eh bien, sachez que, bien sûr, il y a plusieurs services dépendamment de la cause de votre stress. Peut-être est-ce, par exemple, un deuil? Est-ce que c'est une dépendance? Pardon, il y a une alarme qui sonne chez moi. C'est l'heure de dîner. Est-ce que c'est, par exemple, de la violence que vous vivez à la maison? Est-ce que c'est, par exemple, une consommation d'alcool? Bref, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles ici.
Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter en psychologie si vous avez besoin de plus de soutien pour mieux gérer votre stress. Les quelques références disponibles, donc les 2 références en fait que j'ai utilisées pour faire ma présentation, c'est vraiment la présentation nationale, le stress, ça se combat, qui est la base de ma présentation d'aujourd'hui. Et aussi le stresshumain.ca, donc c'est un site internet informatif sur le stress qui est vraiment très intéressant, que vous pouvez aller consulter d'ailleurs, qui vous en apprendra davantage sur le stress. Donc, ça couvre une partie de ce que j'ai parlé aussi, là, entre autres les ingrédients du stress, et un peu qui parle un peu plus de nos ancêtres, d'où vient le stress. Et si bien sûr vous voulez en savoir plus, vous avez la chaîne YouTube SBMFC et notre programmation d'hiver qui se retrouve sur connexionfac.ca/Valcartier/adulte santé, promotion de la santé, que vous pouvez aussi consulter éventuellement pour notre prochaine session et nos sessions ultérieures aussi en promotion de la santé à Valcartier. Alors, merci de votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire à mon adresse courriel que j'ai présentée à la slide 1. Et je vous souhaite bonne chance pour la gestion de votre stress et surtout, essayez de contrôler ce que vous pouvez contrôler et ajuster votre voile en toutes circonstances. Alors, désolée, ça a pris 1h20, un petit peu plus long que prévu. N'hésitez pas à prendre des pauses dans votre écoute. Bye bye tout le monde.